Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire sur la thématique des crypto-monnaies et plus précisément sur celle du Bitcoin. Nous allons vous donner un panorama complet des enjeux de ces actifs et de leur entrée dans le monde de l'asset management. Il ne s'agit ni d'une publicité pour les crypto-monnaies, ni de conseils d'investissement. En revanche, nous allons nous efforcer de vous présenter l'historique des crypto-actifs, les risques liés à ces instruments et les moyens de bénéficier de leur rendement au sein de portefeuilles ou de fonds. Avant de commencer, je vous propose un rapide tour de table afin de nous présenter. Bonjour, Stéphanie Fondilis. Je travaille depuis 18 ans au sein des équipes Apollo à Sophia Antipolis. En tant que directeur de projet, j'accompagne au quotidien nos clients dans la transformation de leur métier de gestion sous mandat ou gestion conseillée et l'adaptation de leur outil de travail Apollo. Bonjour, Régis Bassetto, j'occupe le poste de business analyst depuis 20 ans au sein des équipes Apollo à Sophia Antipolis. Merci Régis, merci Stéphanie. Quant à moi, Frédéric Doueb, je suis responsable du pôle de développement Asset Management. Au sein de cette entité figure la solution digitale Apollo de gestion de portefeuille proposée par le leader informatique européen Atos. Des dizaines d'établissements financiers dans le monde entier bénéficient déjà de cette offre comprenant différents modules selon les activités des sociétés de gestion, qu'il s'agisse de la gestion privée ou institutionnelle. Ce webinaire va durer une vingtaine de minutes et sera constitué de 3 parties. Nous allons tout d'abord vous présenter le fonctionnement des crypto-monnaies et l'importance qu'elles ont prise en tant qu'investissement. Puis, nous détaillerons les risques liés à ces instruments et montrerons que malgré cela, une institutionnalisation de cette activité est en marche. Nous montrerons ensuite qu'au travers d'une diversité d'actifs numériques, les investisseurs privés et institutionnels cherchent à profiter de leurs promesses de rendement. Comme vous le savez, l'actualité autour des crypto-monnaies est très mouvante et ce que nous vous disons aujourd'hui peut être contredit par des faits ou des événements dans un futur plus ou moins proche. Je laisse à présent la parole à Stéphanie. Merci Frédéric. Nous allons commencer par un petit retour dans le temps. À l'origine, les premiers échanges étaient concrets. On échangeait un gibier contre des fruits, par exemple, puis on a échangé contre des métaux ou des pierres rares et précieuses. C'était donc des échanges contre de la valeur. Puis on a poussé le concept plus loin, avec les pièces et les billets qui n'ont aucune valeur intrinsèque, mais qui sont certifiés comme ayant de la valeur par une banque centrale. Aujourd'hui, ce sont les crypto-monnaies qui font évoluer la notion de monnaie. Elles sont caractérisées par le fait, 1, qu'elles soient virtuelles. Ce sont des fichiers informatiques. 2, qu'elles soient échangeables par l'intermédiaire d'un système chiffré de paiement décentralisé. Et 3, qu'elles soient conservées au travers d'un procédé informatique qu'est la blockchain. D'ailleurs, le terme crypto-monnaie fait débat. On parle plutôt de crypto-actifs, voire même d'actifs numériques. La première crypto-monnaie numérique formalisée et largement diffusée est le Bitcoin. Sa conception a été formalisée par un certain Satoshi Nakamoto, un pseudonyme pour une personne ou un groupe de personnes non identifiées formellement à ce jour, pendant la crise des subprimes aux États-Unis. Cette crise avait entraîné en effet une méfiance générale des systèmes bancaires pour aboutir ensuite à la crise financière mondiale de 2007-2008. L'objectif de Satoshi Nakamoto était alors de créer une monnaie indépendante du système bancaire et des institutions nationales ou supranationales. Il fallait aussi assurer l'anonymat des transactions tout en restant transparent. Les bitcoins sont créés exclusivement par un processus concurrentiel de récompense qui attribue de manière consensuelle les nouveaux bitcoins aux membres du réseau les plus performants uniquement. On les appelle les mineurs par analogie avec l'industrie minière. Cette attribution rémunère le travail de résolution cryptographique, le minage, nécessaire pour la validation des blocs de transactions et de sécurisation du système de la blockchain. Ce protocole, désigné comme preuve de travail, proof of work, continue à prouver son inviolabilité, mais il est anormalement énergivore, avec un gaspillage de ressources de calcul et relativement lent. Ces déficiences ont provoqué l'apparition d'autres méthodes, comme la preuve d'enjeu, proof of stake, nettement moins consommatrice en énergie mais moins sécuritaire. Cela étant, ces deux principaux protocoles sont confrontés aux problèmes non négligeables liés à la monopolisation du minage. Concentration géographique et industrielle de la puissance de calcul,
dans des pools de mineurs hyper spécialisés avec les conséquences sociales et environnementales. Nous allons maintenant vous donner un petit aperçu de la technique du blockchain utilisée par les cryptoactifs. La blockchain est comme un livre dans lequel on rajoute séquentiellement des pages. On ne peut jamais enlever ou modifier des pages enregistrées, sauf consensus unanime. Ce registre numérique de transactions, composé de pages horodatées, est conservé par ordre chronologique. Grâce à la technique SHA-256, il génère une signature numérique infalsifiable pour chaque bloc de données. On peut s'interroger, ces cryptoactifs sont-ils un nouvel Eldorado ? On peut faire différents parallèles avec l'or. Tout d'abord, le produit est rare. Il y a une limite de 21 millions d'unités de Bitcoin qui pourront être minées. Les mineurs cherchent et génèrent des fragments d'unités issus de calculateurs. Chaque pépite est de plus en plus rare, mais son exploitation a des impacts écologiques non négligeables. Autrefois lié au mercure, aujourd'hui le principal impact est l'importante consommation d'énergie nécessaire aux ordinateurs qui cherchent et génèrent les fragments de crypto-monnaies. De la même façon que l'or était protégé dans des coffres-forts sécurisés, c'est la blockchain qui joue ce rôle pour les cryptoactifs. Comme l'or partout dans le monde, les gens veulent acquérir des bitcoins, faisant ainsi monter son cours. Et cette envie d'acquisition d'actifs numériques est si importante qu'elle mène à un phénomène de multiplication de ces derniers. Désormais, on ne dénombre pas moins de 10 000 crypto-monnaies dans le monde, autour de 5 000 en circulation selon CoinMarketCap. La principale que nous avons déjà citée à plusieurs reprises est le Bitcoin, qui est donc précurseur et leader. Le Bitcoin est à l'origine de beaucoup d'autres monnaies ou actifs numériques. Mais elle possède 2 défauts notables. Le premier est sa lenteur, puisqu'on ne peut valider que 7 transactions par seconde. Le second est son immense consommation d'énergie nécessitée par son minage. Nous allons développer ce point plus tard. La seconde crypto-monnaie que l'on peut citer est l'Ether. Elle est fortement liée au réseau Ethereum, la plateforme qui l'a engendré. Elle utilise également la technologie de la blockchain, mais pas uniquement pour l'enregistrement de transactions. Elle est à l'origine d'autres cas d'utilisation très innovants et à très fort potentiel. Nous nous limiterons ici à la citation des smart contracts, contrats intelligents, la finance décentralisée, DeFi, et les certificats numériques, NFT, jetons non fongibles en français. Une autre différence de l'Ether par rapport au Bitcoin est que son offre est non plafonnée. Cela conduit donc certains à penser qu'il peut y avoir un risque de dévaluation et donc d'inflation. Nous ne pouvons pas aborder ici les autres altcoins, importants par leur capitalisation, comme le Cardano, le Solana, qui gèrent les contrats intelligents, ou les stablecoins, qui répliquent la valeur faciale d'une monnaie fiduciaire, USD Coin, Tether, ou le XRP, utilisé pour les paiements interbancaires. Nous citerons le Binance Coin, qui occupe la 4e place en termes de capitalisation. Contrairement au Bitcoin et l'Ether, cette crypto-monnaie est centralisée et a la particularité d'être émise par une plateforme d'échange mondiale, Binance. Comme l'Ether, son offre est initialement non plafonnée. Cependant, justement pour éviter la dévaluation, il se pratique une destruction de la moitié du stock au bout d'un certain temps. La forte capitalisation estimée est une preuve de l'engouement pour les crypto-monnaies. Sur le tableau que vous pouvez voir à l'écran, on observe que les bitcoins représentent un peu moins de la moitié de cette capitalisation. Au 9 novembre 2021, celle-ci était de 1 282 milliards de dollars. On peut aussi observer que les 10 principales crypto-monnaies représentent 80% de la capitalisation totale estimée. Cette évolution des crypto-monnaies et cet engouement ont des répercussions. En effet, sur ces graphiques, on peut observer que si le Bitcoin était le seul il y a 10 ans, sa part sur le marché des crypto-monnaies s'effrite au fur et à mesure de l'apparition des cryptos concurrentes. Si la capitalisation augmente avec des rendements importants, on peut naturellement s'interroger s'il est intéressant d'investir dans ces crypto-monnaies. Sur les 4 derniers mois, en effet, le Bitcoin a eu un rendement de 70%, là où des indices comme le Standard & Poor's 500 ou l'Eurostoxx restaient en dessous de 10% dans un contexte boursier propice. Toutefois, bien que le rendement du Bitcoin soit extrêmement important, de nombreux risques lui sont inévitablement associés. Avant d'aborder les risques réglementaires, nous allons citer quelques risques intrinsèques et spécifiques liés aux cryptoactifs. On peut citer d'abord les risques liés à la création des monnaies. Comme indiqué précédemment, le minage est une activité très énergivore et particulièrement polluante, si c'est le charbon qui est utilisé. Il met aussi sous pression les réseaux électriques locaux et accapare de nouvelles sources d'énergie renouvelable. La Chine, ancienne première puissance productrice, a interdit en mai 2021 le minage des crypto-monnaies sur l'intégralité de son territoire. Cette interdiction a provoqué le déplacement vers le Kazakhstan,
qui est devenu subitement le deuxième pays producteur après les États-Unis. C'est à son tour que le Kazakhstan, la Russie et l'Ukraine appliquent des restrictions à l'activité de minage, surtout pour les fermes illicites, minage grise. L'Égypte, l'Algérie, le Maroc ou encore la Tunisie et l'Iran, et dernièrement le Kosovo, ont procédé à des dispositions restrictives. L'Islande n'accepte plus de nouveaux clients dans le secteur du minage et les autorités suédoises demandent que l'Europe prenne des mesures pour interdire les fermes de minage. On ne peut pas ignorer les risques de manipulation des cours. En effet, des volumes anormalement importants de transactions à fort effet de levier ont influencé les cours de certaines crypto-monnaies. Des ventes massives ont été également observées très peu de temps avant des annonces importantes, suivies des rachats immédiats après la chute. Certains intervenants ont été impliqués dans des procès liés à l'utilisation du spoofing financier. Cette méthode qui consiste à créer bon nombre d'ordres fictifs immédiatement annulés et qui entraîne alors des mouvements de cours potentiellement très conséquents. Il faut aussi parler des risques de piratage et de fraude. Des attaques peuvent en effet avoir lieu contre des plateformes de négociation et de conservation, entraînant ainsi des pertes de Bitcoin, des ventes en masse faisant par conséquent chuter le cours jusqu'à la possible faillite de la plateforme. Un risque qui peut sembler anodin mais qui ne l'est pas est le risque de perte du mot de passe, puisque sans lui, il est totalement impossible d'accéder à son portefeuille. Un Allemand devenu célèbre a ainsi perdu l'accès à ses 7002 bitcoins stockés sur un disque dur, après avoir oublié le mot de passe. Cela représentait donc 240 millions de dollars à l'époque où l'affaire est sortie dans la presse. Ces pertes de code ou les différentes transactions illicites dont la trace est conservée conduisent à ce qu'une part de Bitcoin soit à jamais bloquée dans la chaîne. Il y a donc un risque de liquidité avec une partie réellement liquide estimée actuellement entre 15 et 20%. Pour finir avec les risques intrinsèques et spécifiques aux cryptoactifs, il faut citer le risque d'obsolescence puisque les nouvelles monnaies qui apparaissent concurrencent les plus anciennes. Dans le monde, les différentes autorités de régulation restent extrêmement prudents face à ces nouveaux actifs. Citons tout d'abord le risque réglementaire de type interdiction absolue ou implicite. Ces types d'interdictions sont en vigueur sur tous les continents. Plusieurs pays souhaitent ou sont en train de créer leur propre monnaie nationale numérique, ce qui pourrait induire un resserrement de la réglementation applicable aux crypto-monnaies, notamment les stablecoins. La Chine progresse rapidement dans l'instauration de sa monnaie numérique étatique, le yuan. La Réserve fédérale américaine vient de publier le white paper pour le Central Bank Digital Currencies. De notre côté, la Banque centrale européenne explore la possibilité de la numérisation de l'euro. Certains pays contournent même des sanctions économiques à leur égard au travers des cryptoactifs. Enfin, les risques environnementaux via les contraintes ESG font aussi planer une menace sur les cryptos, et notamment sur les plus énergivores comme le Bitcoin. Comme toutes les autres monnaies, elles subissent des risques liés à la volatilité. En quelques jours, on peut certes gagner beaucoup, mais aussi perdre beaucoup. Si l'on considère les crypto-monnaies comme des devises permettant d'acheter certains produits ou s'échanger contre d'autres monnaies, on peut alors parler de risque de change. Un vendeur proposant de faire payer ses produits en crypto-monnaie prend alors le risque de recevoir une monnaie dont le cours peut fortement diminuer. Après avoir vu l'ensemble des risques reliés aux crypto-monnaies, nous allons maintenant nous intéresser à l'institutionnalisation de celles-ci. En effet, malgré les risques qu'on vient de vous présenter, les investisseurs sont de plus en plus exposés sur ces instruments dont les rendements sont bien plus importants que ceux des instruments classiques. On observe donc que l'institutionnalisation progresse dans le monde et surtout en Asie et en Amérique du Nord. L'utilisation du Bitcoin est par exemple légale au Japon depuis 2017. Aux États-Unis, on peut citer deux dates importantes. 2017, la première plateforme de négociation de produits dérivés de Bitcoin. 2019, la première chambre de compensation réglementée de produits dérivés de crypto-monnaies. Cette institutionnalisation se poursuit aussi en Europe et en France. Chez nous, l'AMF régit les prestataires de services sur les actifs numériques. C'est le PSAN. Ceux-ci doivent être enregistrés à l'AMF s'ils proposent l'un des 4 services suivants. La conservation de cryptoactifs, c'est-à-dire la conservation des clés privées pour le compte d'un client. L'achat ou la vente des cryptoactifs contre des monnaies ayant un cours légal, l'échange de cryptoactifs contre d'autres cryptoactifs, et enfin l'exploitation d'une plateforme de négociation, c'est-à-dire d'un carnet d'ordre de cryptoactifs. Et les premiers fonds contenant des crypto-monnaies sont apparus. Les premières transactions se sont avérées fastidieuses.
Beaucoup de manipulations manuelles pour le transfert de fonds vers la plateforme d'échange, la récupération de Bitcoin sur le wallet de la société de gestion, qui est un support de stockage des actifs. À noter que ces supports ne sont pas connectés à Internet pour des questions de sécurité et sont munis d'un protocole à double authentification. Ce dispositif est, comme vous le comprenez, assez lourd. Puis, les sociétés de gestion se sont tournées vers des dépositaires digitaux, BitGo par exemple, qui sont chargés de conserver les actifs numériques et gérer la protection des détentions. Que ce soit des crypto-monnaies, des tokens ou des participations à des levées de fonds, aussi appelées ICO comme Initial Coin Offering, il est désormais assez simple de s'exposer directement à des actifs numériques. À titre d'exemple, des fonds directement exposés au Bitcoin sont disponibles à l'investissement en France depuis bientôt 5 ans sous forme de fonds professionnels spécialisés. On les appelle les FPS. Ces fonds ne sont pas destinés à une clientèle privée dans le cadre de portefeuilles d'assurance vie ou de comptes titres. Mais il est aussi possible de profiter de l'exposition à cet univers de manière indirecte, à commencer par l'investissement dans des entreprises qui ont des activités plus ou moins reliées aux actifs numériques. Certaines d'entre elles ont même par exemple des rendements relativement corrélés avec ceux des cryptoactifs. On peut en citer quelques-unes, comme par exemple Marathon Digital Holdings avec un score d'exposition de 9, Silvergate Capital Corp avec là aussi un score d'exposition de 9, Nvidia Corporation avec un score d'exposition de 7. Les premiers futurs sur Bitcoin datent de 2017 sur les marchés américains CME et CBOE. C'était des produits à destination de hedge funds. En 2019, 2 nouvelles plateformes du nom de Bakkt et ErisX, fournisseurs de futurs, apparaissent. À échéance mensuelle, les futurs peuvent être livrés en Bitcoin ou en cash, et des options sur futurs sont aussi disponibles. Pour poursuivre sur la négociation indirecte, les ETP sont le moyen le plus simple et accessible de s'exposer sur les cryptoactifs sans investir directement. Les ETF sont des fonds répliquant un indice crypto sous-jacent. Les ETN sont des produits de dette soumis à la solvabilité de l'émetteur. Même s'il y a un risque de crédit, les règles d'exposition sont plus souples que pour les ETF. Les ETC, le C pour cryptocurrencies, sont des instruments exposés à des actifs virtuels, par l'achat direct ou bien synthétiquement par la combinaison de produits dérivés. Enfin, les CFD, où l'investisseur s'engage sur une quantité de crypto-monnaie, ou bien un cours sans être réellement propriétaire. Notons que la volatilité des cours en fait un instrument très risqué à fort effet de levier. Le nombre de crypto-monnaies sous-jacentes pour un CFD en accentue le risque. En France, l'AMF établit les limites à 2. À présent, nous allons voir comment Apollo traite les crypto-monnaies avec ses enjeux et ses problématiques au travers de ses différents outils. Nous vous laissons donc visionner cette courte vidéo. Apollo est une solution web de gestion de portefeuille. Une fois connecté, l'utilisateur, qu'il soit gérant, middle office ou compliant officer, accède à son portail d'alerte lié à son métier. Dans l'application de gestion, il définit simplement son périmètre de travail et accède à des services. Exemple, la liste de fonds. Prenons ce FPS, investi directement en crypto-monnaie. Ce type de fonds n'est pas ouvert au grand public, mais Apollo est prêt à l'accueillir. En contextuel, il est très simple d'accéder à l'état des détentions et d'afficher la fiche caractéristique ou l'historique des cotations de chacun des actifs. Prenons maintenant un fonds exposé indirectement à des actifs numériques. Une fiche synthétique du fonds permet de mettre en évidence les actifs les plus et les moins performants. D'une ligne de position, il est très simple d'accéder à l'écran de passage d'ordre pré-rempli. Les limites pré-trade sont vérifiées et les alertes s'affichent au fur et à mesure de la saisie. Interfacé avec Excel, il est possible d'extraire données et graphiques dans des formats prédéfinis. Au travers de l'application d'une gestion modélisée, faites profiter de la performance de ces actifs numériques à un grand nombre de portefeuilles privés. En créant un modèle basé sur ces actifs et en réalignant les portefeuilles clients, Apollo propose de générer en masse des intentions d'ordre. L'impact de ces intentions sur les portefeuilles est tout de suite visible sur les inventaires et les écrans d'analyse, avant de valider et d'envoyer les ordres sur le marché. Avec Apollo, bénéficiez de la performance des actifs numériques. Voilà, c'est ainsi que se conclut ce webinaire. Nous espérons vous avoir donné des éléments tangibles qui vous permettront de mieux appréhender le monde des actifs numériques. Gardez à l'esprit les points de vigilance que nous avons essayé de mettre en avant.
Nous vous remercions pour votre attention et nous vous invitons à poser vos différentes questions et commentaires sur la vidéo. Nos équipes se font un plaisir d'y répondre et d'apporter leur éclairage. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet apollo-fo.com, notre page LinkedIn que vous connaissez bien, ainsi que notre chaîne YouTube. Vous pourrez ainsi en savoir plus sur Apollo et sur nos différentes activités. Encore une fois, merci pour votre écoute.